Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. J'espère que le Covid ne nous a pas trop atteint. Le Covid nous aura appris à faire des parties en distanciel, nous aura appris le télétravail aussi. Bon, c'est peut-être pas si mal que ça. Allez, trêve de plaisanterie. Pour cette première vidéo, puisque en fait la vraie toute première c'est celle de la présentation, là pour cette première vidéo on va répondre à la question fondamentale, qu'est-ce que le jeu de rôle? Je pense qu'il faut commencer par là. Si on veut faire une suite de vidéos qui traitent du jeu de rôle, je pense que la première pierre, c'est de quoi on parle exactement, qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Alors, j'ai pris quelques notes, même si en gros j'en ai pas besoin, mais j'ai essayé de faire un fil conducteur pas trop fouillis comme je peux faire d'habitude. Euh, voilà, alors qu'est-ce que le jeu de rôle? D'abord, soyons très clairs, il n'y a pas de réponse empirique ou axiomatique à cette question. Le jeu de rôle, c'est un truc tellement vaste, tellement diffus, tellement malléable, tellement transformable, que celui qui ose prétendre détenir la vérité sur cette question est un menteur. D'abord. Alors, ça n'a pas été toujours le cas dans ma bouche, puisque il y a bien des années de ça, quand j'officiais justement à la FFJDR, bon, j'avais tendance à être beaucoup plus carré. Mais j'ai vieilli maintenant, je me suis assagi, j'ai 50 balais. Hein. J'aurais presque l'âge d'être grand-père. Hein, donc bon. Alors, le jeu de rôle, c'est un jeu qui se passe sur table. Voilà. Déjà, il faut faire tout de suite la différence parce que il y a plein de gens qui vont parler de jeu de rôle en croyant que c'est un jeu vidéo. Pas du tout. Ça se passe autour d'une table et on va oublier la partie distancielle avec le Covid. Ça se passe autour d'une table avec des joueurs qui font face à un meneur de jeu. Le meneur de jeu connaît parce qu'il l'a lu, parce qu'il l'a créé, parce qu'il l'a inventé, peu importe. Justement, ça fera l'objet de vidéos dans le futur. Le meneur de jeu connaît un univers et connaît un scénario, une intrigue. Et il va faire des descriptions à destination des joueurs qui incarnent chacun un personnage qu'ils ont créé sur une feuille. Donc ce meneur de jeu va faire des descriptions pour inviter les joueurs, personnages, à interagir avec cet univers fictif. Et il va se passer tout un tas d'échanges comme ça. On va s'appuyer sur des livres de règles pour régler les situations physiques, c'est-à-dire tout ce qui ne peut pas se régler autour de la table par la parole. Par exemple, si l'interaction entre un des personnages non joueurs que le maître avance en disant vous arrivez dans le bar et vous voyez un mec patibulaire mais presque qui vous regarde de travers. Et là, un des joueurs dit moi j'y vais et j'y pète sa tête. C'est un exemple, hein. Heureusement que ce n'est pas systématiquement comme ça dans le jeu de rôle. Et ben là, on va ouvrir un livre de règles parce que en fait, le gars, il peut pas aller voir le meneur de jeu et essayer de lui péter la tête parce que du coup, le meneur de jeu, lui, il est peut-être pas patibulaire mais presque. Ouais, je sais, je l'aime bien celle-là. C'est du Picsou Magazine, mais je l'aime bien. Et l'autre gars en face, peut-être qu'il est beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit que en fait son personnage qui l'incarne. Donc, on va ouvrir un livre de règles qui va permettre de régler les combats ou de régler les actions physiques de type athlétique. Je sais pas moi, sauter par-dessus une voiture, sauter par-dessus une clôture, courir très vite, tout ce qui relève du physique qu'on ne peut pas régler autour de la table. Voilà en gros, dans les grandes lignes, c'est ça. Euh, mais on ne peut pas vraiment arrêter la description à cet endroit-là parce qu'on est à la fois trop évasif, trop généraliste et en même temps trop pointu. Il faut essayer de l'imaginer comme... Alors j'avais toujours l'habitude de prendre un exemple de comparaison avec une pièce de théâtre ou du cinéma. Prenons le cinéma ou la pièce de théâtre, puisque ça va être à peu près pareil. Il y a un scénariste, y a un scénariste et un réalisateur qui parfois sont même, enfin, il y a une équipe, on va dire une équipe qui représente une personne qui a créé le scénario, le script, qui fait la réalisation, qui donne des ordres aux décorateurs et ainsi de suite, d'accord. Et puis il y a les acteurs. Alors, il faut imaginer que ce noyau dur, c'est le meneur de jeu et que les acteurs sont les joueurs. La différence avec le cinéma ou le théâtre, c'est que les joueurs, eux, n'ont pas connaissance du scénario du tout. Ils n'ont pas de script, ils n'ont pas de tout ça. C'est de l'impro. Donc ça veut dire que chaque joueur doit créer son personnage
et improviser ce que va faire le personnage qui dans l'idéal, ne doit pas être la même chose que le joueur. Pour vous donner un exemple, dans tous les jeux que j'ai faits, j'ai toujours fait en sorte de jouer une femme, parce que je n'en suis pas une, et un non-humain quand les jeux permettaient d'avoir des choses non humaines. De façon à faire vraiment quelque chose de différent de moi. C'est de pousser justement cette créativité, cette translation. L'idée, c'est vraiment ça. Alors après, on peut aussi faire un personnage qui ressemble trait pour trait à ce qu'on est dans la vraie vie. Moi, je trouve que ça a moins de saveur. Mais après, c'est une question de goût. Là aussi, on entre dans du subjectif. Donc personne ne détient la vérité. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment ça. Il va y avoir ce joueur particulier, meneur de jeu, qui est le réalisateur, concepteur, créateur, scénariste, qui connaît tout, en fait, toute l'intrigue, tout le truc, et qui va interagir avec les joueurs qui doivent interpréter un personnage de manière improvisée, plus ou moins. Et puis le scénario va se dérouler comme ça, par interaction entre les deux, et puis va y avoir une intrigue, va y avoir quelque chose à vivre. Et puis ce scénario peut être aussi une brique de ce qu'on appelle une campagne, puisqu'une campagne, c'est un ensemble de scénarios qui s'enchaînent. C'est-à-dire qu'au lieu d'être une histoire qui se joue sur une période assez courte, et en temps réel qui se joue entre 4 à 8 heures, parce que voilà, pour ceux qui ne savent pas, le jeu de rôle, c'est pas un truc qu'on fait comme ça, Snapchat en 15 minutes. Faut se poser au moins 4 heures, hein, au moins. Il y en a même qui arrivent à faire des séances de 2 heures, mais là je trouve que ça commence parce que faut le temps de s'immerger, le temps de se mettre dedans. Donc je pense qu'il faut se poser au moins dans les 4 heures. Puis après, ça peut être 6-8 heures de jeu. Ça peut même être beaucoup plus long, hein. Moi j'ai fait des parties de 48-50 heures d'affilée. Et j'étais jeune, j'avais la forme. Mais oui, ça, quand j'avais 16-17 ans, ça m'arrivait. On s'enfermait dans la maison d'une copine à Conflans-Sainte-Honorine, hein, dans les Yvelines, pour ceux qui connaîtraient éventuellement. On s'enfermait le vendredi soir vers 18-20 heures. On était 5 à l'époque, ouais, ça, un master, alors un MD parce qu'il y a meneur de jeu, mais c'est le Master of Dungeon quand on joue à Donjons et Dragons. Et puis on restait comme ça jusque tard dans la nuit du dimanche au lundi, voire même jusqu'au lundi matin. Donc oui, ça faisait même plus de 48 heures. Et on jouait non-stop. On s'arrêtait pas, on dormait pas, on jouait. Donc voilà, ça peut être quelque chose de très long. Et une campagne, justement, c'est un ensemble de scénarios, un ensemble très cohérent, mais alors là, qui va se durer sur des mois, voire des années. Comme j'ai dit dans la vidéo de présentation, j'ai fait une campagne dans l'univers des Terres Balafré qui a duré de décembre 2002 à juin 2005. Donc avec une séance tous les vendredis soirs où on jouait, on se réunissait vers 20 h et on arrêtait vers 3-4 heures du matin. Donc ça fait, ça fait 7-8 heures de jeu. Et voilà, c'était génial. Donc voilà, qu'est-ce que le jeu de rôle, hein? C'est une interaction entre un groupe de joueurs et un meneur de jeu pour avancer dans une intrigue fictive et interpréter un personnage. Alors interpréter un personnage, ça va être important parce que la prochaine vidéo justement va traiter de l'interprétation du personnage. En fait, même les prochaines vidéos, parce que le sujet est tellement vaste qu'il va y avoir 2, peut-être même 3 vidéos. Je sais pas encore. J'ai pas encore tout découpé. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus sur qu'est-ce que le jeu de rôle? Il faut rajouter comment ça s'appelle? Alors un petit point d'historique, oui. Tiens, j'avais noté un petit point d'historique. Qui a inventé ce truc-là? Alors, qui a inventé ce truc-là? On va dire que c'est Gary Gygax, un Américain. Et on va presque pas mentir, parce qu'en fait, on parle toujours de Gary Gygax, qui est le créateur, le fondateur, parce que c'est le plus connu, mais on oublie souvent Dave Arneson, sans qui le truc, si, ça aurait pu se faire, mais plus compliqué. Disons qu'au départ, c'est Dave Arneson qui a une idée, et puis qui en parle à son copain Gary Gygax, et ça fait le truc. En fait, au départ, Gary jouait beaucoup au Wargame. Pour ceux qui ne savent pas, le Wargame, c'est une reconstitution de batailles historiques ou fictives, parce qu'on peut avoir des Wargames médiévaux fantastiques, hein, il n'y a pas que des purs historiques. Et en fait, chaque pion qu'on pose sur le plateau, qu'on avance pour reconstituer la bataille et la rejouer avec un système de règles, représente une unité militaire, donc plusieurs personnes. Et en fait, l'idée de Dave Arneson et de Gary, c'est de dire ouais, c'est bien ça, mais si on jouait une seule personne. Et donc du coup, toc, on arrête les pions, on arrête les cartes, on arrête tout ça et on se met à interpréter les choses.
Et le tout premier jeu, non, j'allais dire Chainmail, mais non, Chainmail, on est encore dans le wargame. Le tout premier jeu, c'est pas Donjons et Dragons, j'ai plus son nom, je suis en train de le chercher. Bon, peu importe. C'est Greyhawk. Ah, mais non, Greyhawk, c'est l'univers, pardon, je dis des bêtises en fait. Le tout premier jeu, c'est l'univers de Greyhawk qui sort et qui s'appellera après Donjons et Dragons, parce que Gary le teste avec ses gamins au départ. Pour continuer dans l'histoire et pour positionner ça dans le temps, pour ceux qui ne savent pas et qui découvrent, ceci a été fait entre 1972 et 1974. Oui, ça date pas d'hier, ça a bientôt 50 ans. C'est pas voilà le jeu de rôle. Je vais peut-être m'adresser aux plus jeunes ou à ceux qui découvrent tout de suite, là, qui sont en train de tomber du placard. C'est un truc auquel on joue, qui existe depuis très longtemps. Sauf que, alors on a mal vécu le truc dans les années 80 et même 90 parce que, au moins en France, c'était ah tu fais du jeu de rôle, ah mais c'est bizarre, c'est une secte, c'est machin. Et en 95, Mireille Dumas nous a bien assaisonné, donc elle je l'aime pas. Voilà, c'est comme ça, je l'aime pas. Trêve de plaisanterie là-dessus. Donc l'historique c'est ça, c'est vraiment le point de départ, c'est Gary Gygax. En 81, on a le truc qui débarque en France traduit parce que ça débarquait avant, mais c'était en anglais. C'est pour ça que c'était beaucoup d'universitaires qui jouaient aux jeux de rôle, et particulièrement dans les universités scientifiques, ce qui est bizarre. Dans les années 80, dans fin de 70-80, il y avait très peu de littéraires en fait qui jouaient aux jeux de rôle, aussi bizarre que ça puisse paraître. C'était surtout des scientifiques parce que c'était des scientifiques, eux, qui parlaient très très bien anglais, contrairement aux littéraires. En gros, hein, ça a été fait dans une étude par des gens de la rédaction de Casus Belli qui avaient des connaissances en sociologie, en machin et tout. Ils ont réussi à déterminer ça. Puis le deuxième jeu de rôle qui est sorti, c'est l'Appel de Cthulhu, basé sur l'œuvre de Howard Philip Lovecraft, dans un monde alors complètement différent. Autant Donjons et Dragons, c'est du pur médiéval fantastique. Autant Lovecraft, c'est un monde qu'il a inventé avec le grand Cthulhu qui vient du fin fond de l'espace, avec les dieux très anciens qui viennent et qui vous pourrit votre santé mentale pour vous convertir à son espèce de religion. Dans les grandes lignes, c'est pareil. Je suis pas un grand fan de Cthulhu, donc du coup, je connais pas à fond. Je voudrais pas te dire trop de bêtises. Voilà. Et puis après, il y a eu toute la suite. Et ça me permet de vous faire justement la transition sur le truc dont je voulais parler un peu après. Les genres de jeux de rôle, les types de jeux de rôle. Parce que une fois qu'on a compris que c'est un système d'interaction et d'interprétation un peu théâtrale ou cinématographique, on peut le faire dans plein de styles différents. Alors les plus connus, comme on a dit, Medieval Fantastic, parce que là donc il y a Donjons et Dragons la base, mais il y en a plein d'autres, hein, Stormbringer, Hawkmoon, j'ai même plus après JRTM, le jeu de rôle des Terres du Milieu, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a vraiment pléthore. C'est alors je sais pas, faudrait peut-être regarder avec les jeux actuels, vu que j'ai pas une grosse connaissance de la surface des jeux actuels, mais fut un temps, le Medieval Fantastic c'était le style le plus représenté au sein de jeux de rôle. On a du space opéra par exemple, puisque l'œuvre de Star Wars a donné un jeu de rôle qui au départ était fait avec un système D6 puis avec un système D20. Donc pour ceux qui comprennent pas les histoires de système D6 D20, il y aura des vidéos plus tard qui parleront de système de règles. L'univers cyberpunk aussi, avec un jeu de rôle du même nom, et pas que lui, mais il y en a d'autres, est souvent représenté. On a l'horreur gothique. On a avec des jeux comme comment il s'appelle, Vampire, Loup-garou et Mage, qui sont dans le système surtout gothique, mais un peu horreur, qui sont basés plus sur l'œuvre de Anne Rice. C'est souvent, il y a beaucoup de jeux qui sont tirés soit d'œuvres littéraires. Hein, on a Tolkien qui a influencé tout ce qui est médiéval fantastique. On a Anne Rice justement pour tout ce qui parle de vampires et de loups-garous. Cthulhu par Lovecraft. Je me rappelle pas qui a un jeu de rôle sur Dune. Non, je crois pas. Mais il y a, voilà, on part souvent de ça. Comment il s'appelle, Michael Moorcook qui nous a fait Stormbringer d'un côté et Hawkmoon de l'autre. Voilà, on a pas mal de choses comme ça. Ou les films avec Star Wars, avec alors il y a un jeu justement qui est sorti bien avant l'existence de Matrix, mais comme l'existence de Matrix à l'époque, hein, en 99 quand c'est sorti, a été très très controversé. C'est un jeu qui s'appelle Shadowrun. Et dans Shadowrun, en fait, il y a une partie de l'univers qui correspond à Matrix, mais juste une partie. Shadowrun, on est plus, voilà, on serait dans du Matrix avec un environnement cyberpunk réel à côté.
Moi, je vous conseille de survoler Shadowrun parce que autant au début des années 90, quand il est sorti, on se dit ouais, c'est de l'anticipation, c'est futuriste. Autant aujourd'hui, le principe des méga corporations, donc des entreprises, des grosses holdings d'entreprises qui dirigent le monde, bah, on n'en est pas loin. Il y a aussi des jeux qui sont purement historiques. Comment ça s'appelait? C'était Légende. Légende, c'était historique avec des fascicules où il y avait un système de règles de base et puis avec des add-ons, des suppléments pour certaines périodes de l'histoire. Il y avait l'Égypte antique, il y avait le haut Moyen Âge, il y avait la Renaissance, il y avait tout un tas de la Rome, il y avait tout un tas de choses comme ça. Alors moi j'avais plein de... Alors je peux rien vous montrer parce que j'ai rien avec moi puisque je suis entre deux maisons. Mais en plus de ça, fut un temps, j'avais des piles épaisses comme ça, parce que moi j'avais tout gardé de plein de jeux de rôle que j'avais récupérés de partout. Mais j'ai pris un dégât des eaux et toute ma collection des livres que j'avais depuis 40 ans, et Légende, bah, il est parti comme ça. Donc bon, si, quand je remettrai la main sur quand je réouvrirai mes cartons, j'essaierai de vous montrer le peu de choses qui me restent. Voilà, je pense que là j'ai fait le tour de tout ce qu'on pouvait raconter. J'ai dépassé mes 15 minutes que je m'étais accordé, mais je crois que je vais les dépasser à chaque fois parce que je suis un grand bavard. La présentation, oui, me paraît tout à fait complète. Je relis un peu mes notes. C'est bon, j'ai rien oublié. J'espère que j'ai été clair. Alors j'espère deux choses. J'espère avoir été clair et ne rien avoir oublié de fondamental. Hein. Donc les vieux briscards qui vont m'allumer dans les commentaires, bah t'as oublié machin là. Merci, ça me fera plaisir d'avoir des commentaires. Mais bon, si c'est pour parler du petit détail de machin, les dés, ah ouais, j'ai pas parlé des dés, tiens, j'y pensais comme ça. Les dés qui ont plusieurs faces. Pour ceux qui savent pas, dans le jeu de rôle, on ne joue pas que avec des dés à 6 faces. Il y en a qui ont 4, 6, 8, 10, 12, 20. Et le fameux descend, soit qu'on a un vrai dé à 100 faces, alors qu'il est injouable, soit on prend deux dés 10, un pour les dizaines, un pour les unités, voilà. Voilà, c'est la seule particularité. Mais ça, bon, on en parlera quand. Ça, je comptais en parler justement quand on abordait la partie plus système de règles, de choses carrées comme ça. Non, je pense que j'ai été tout à fait complet sur la chose. Oui, donc je disais, les vieux briscards, cool. J'espère surtout que si vous ne connaissiez pas du tout ou un tout petit peu le jeu de rôle, grâce à mes explications, une, vous y voyez plus clair, et deux, que vous allez rejoindre notre grande communauté pour devenir des rôlistes et faire vivre tout un tas d'aventures à vos personnages et avec des groupes de joueurs. Voilà, j'espère vraiment ça. Et ben voilà, on en a terminé. Je vous fais des bisous, je vous aime tous, et à la prochaine.